Bonsoir, bonsoir à tous. Chers amis, nous nous retrouvons ce soir dans le cadre d'un nouveau séminaire Savoir Orthodoxie Société dans les locaux, dans les jolis locaux d'orthodoxie.com, pour lesquels je remercie chaleureusement Père Živko Panev. La séance de ce soir est organisée avec le soutien du Fonds de dotation pour la connaissance du monde orthodoxe et en collaboration avec CEDA, qui est le laboratoire de recherche dans lequel je travaille, le laboratoire de l'Université Paris 5. Et le sujet annoncé pour ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle, le big data et l'immortalité. Et j'ai invité à côté de moi Andrei Bursuc, qui est research scientist chez Valeo, chercheur. Chez Valeo maintenant, il était chez Safran et maintenant il travaille chez Valeo. Et Andrea Lachapelle qui va nous rejoindre, qui est data scientist chez Bouygues Telecom. J'ai proposé ce sujet d'intelligence artificielle, big data et immortalité pour deux raisons. Parce que c'est tout simple d'affaire. On vit dans une société où la technologie avance à grands pas et où le risque, c'est que la personne humaine soit un peu dissoute dans la marée des données, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le dataïsme. Les gens qui voient le monde comme un flux de données. Et la deuxième raison pour laquelle je vous ai invité ici ce soir, je pense que ça nous concerne tous en tant que chrétiens d'abord. Ça nous concerne tous parce qu'on essaie de trouver un sens et une solution parfois au rythme et aux projections que la science nous impose en quelque sorte aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle et le big data, parce que les promesses abondent aujourd'hui autour de ce sujet, quant à leur capacité de nous soigner, de nous soigner mieux, de nous juger, de nous conduire sans accident, d'anticiper nos comportements, nos pensées. Donc je vais commencer avec Andrei, le temps qu'on attend Andrea, qui va nous parler de l'intelligence artificielle et il va essayer de nous expliquer de manière assez simple au début, pour compliquer un peu les choses à la fin, pour démythiser un peu le concept, pour comprendre qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence artificielle, au-delà de toute fascination médiatique qu'on entend depuis quelques années même. Ok, bon, bonsoir, merci pour l'invitation. D'abord je me présente, je suis Andrei Bursuc, je suis chercheur depuis 2 mois chez Valeo AI, Valeo IA. Auparavant j'étais dans l'aéronautique défense et aussi j'ai quelques interventions à l'école normale supérieure dans des cours notamment d'apprentissage statistique, deep learning, plutôt deep learning. Donc aujourd'hui, comme Monica vient de le dire, je vais tenter de décrire un peu qu'est-ce qu'il y a. De façon un petit peu rudimentaire, mais en tout cas de comprendre la philosophie du machine learning et du deep learning qui prend maintenant la scène des actualités. Donc quand on parle maintenant d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est redevenu à la mode après avoir été vraiment dénigré pour une vingtaine d'années. C'est grâce aussi au deep learning. Et à cette occasion, maintenant, comme l'intelligence artificielle, c'est un nom très très vague, on commence à introduire toutes sortes de choses là. Mais on va couvrir ça tout à l'heure. Et bon, là, j'ai mis comme sujet l'artificiel et l'intelligent parce que, entre collègues, parfois on se moque l'un de l'autre, on se dit qu'on est artificiellement intelligent, donc surtout quand nos algos ne marchent pas. Et on essaie de débugger nos algos. Mais vous allez voir que, en fait, le nom intelligence artificielle, ce n'est pas vraiment le nom le plus descriptif, le présentatif pour les techniques qu'on utilise maintenant pour les techniques qu'on pense qui sont derrière l'intelligence artificielle. Donc, c'est dommage qu'on les a anthropomorphisés autant qu'on pense que c'est une menace. On va voir qu'ils ne sont pas vraiment une menace, en tout cas pas là où on pense. Il y a d'autres points faibles et c'est plutôt lié à la façon comment on les utilise. Mais c'est un peu ça, comme toutes les techniques qui existent, on peut les utiliser toujours pour du bien et pour du mal. Donc là, pour moi, comme je vous dis, je travaille actuellement chez Valeo, je travaille pour la voiture autonome.
vers la voiture autonome, on n'est pas encore là. Et en tout cas, pour le moment, c'est pour des techniques qui vont assister les conducteurs pour réduire le taux d'accident, pour améliorer la sécurité de la route et tout ça. Donc là, je travaille plutôt sur le côté perception visuelle. Donc je travaille dans un domaine qui s'appelle vision par ordinateur, computer vision, et on fait du machine learning, apprentissage statistique pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les images. Donc du coup, là, je fais, c'est pas mes travaux parce que je suis depuis pas longtemps chez Valeo, je suis depuis 2 semaines, mais pour illustrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une caméra montée sur une voiture. Donc ici, on a une caméra montée sur le capot de la voiture. Donc c'est ça l'image qu'on peut voir. Ensuite, à droite, c'est ce qu'on appelle une carte de segmentation sémantique. Ça veut dire que dans chaque pixel, on fait une classification. Donc l'ordinateur dit qu'est-ce qu'il comprend qui est là. Donc du coup, on peut voir qu'en bleu, c'est les voitures. En violet, c'est la route. En blanc, c'est les marquages sur la route. Là, on a le feu rouge, les autres panneaux de circulation, le trottoir. Et ici, il y a un mur. Et le ciel et là où il y a de la nature. Ici, c'est une autre vue de l'ordinateur. On appelle ça une carte de profondeur. Donc ici, plus les pixels sont jaunes, ça veut dire plus ce contenu est plus proche de nous. Et plus ils sont foncés, ça veut dire qu'ils sont plus lointains. Donc du coup, la voiture peut comprendre la configuration de la scène qu'il a en face. Et ça, c'est pas évident parce qu'on utilise une seule caméra. Normalement, nous, en tant qu'humains, on a deux yeux et du coup, on peut faire ce qu'on appelle la stéréo. Donc, on a déjà une compréhension de la profondeur de la scène. Pour une voiture, c'est comme si on a un seul yeux, donc c'est assez compliqué comme tâche et on utilise beaucoup l'apprentissage statistique ici. Et ici, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, on montre juste un peu comment les pixels bougent entre les deux images. Donc, ça nous indique le mouvement dans l'image. Donc, je vais faire rouler cette petite vidéo. Je pense que ça devrait être là. Donc en gros, ça c'est des routes au Royaume-Uni. Donc en gros, on peut voir comment dès que la voiture se déplace, on peut avoir un aperçu de la scène et l'ordinateur peut prendre quelques décisions. Et ici, on peut voir un peu en live comment ça marche. La voiture voit tous les éléments de la scène. Ce n'est pas complètement sécurisé, ce n'est pas complètement stable, c'est pour ça qu'on ne les a pas encore, ce qu'on appelle en production, donc on n'a pas encore de voitures autonomes qui tournent, mais les algos qu'on fait, on arrive à des performances qui ne sont pas si mauvaises que ça, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur ça. Et je passe sur une autre vidéo qui est un petit peu plus claire, plus illustrative. Donc ici, c'est des résultats un peu état de l'art actuellement. Donc on a superposé sur l'image, on a superposé les prédictions, donc on peut voir que le bleu c'est des voitures, c'est pas toujours très stable, donc comme je vous disais, c'est pas des technologies très matures, mais on arrive quand même d'avoir des résultats qu'il y a 4 ans, 5 ans, on pensait impossible. Donc le domaine a beaucoup progressé et sur la précision, donc on peut voir qu'on peut bien détecter là où il y a les voitures et là où il y a la rue. Et aussi en termes de vitesse, parce que les algos qu'on a actuellement peuvent tourner en temps réel, c'est-à-dire qu'on ne sent pas un décalage lié au calcul qui peut être fait par notre algo. J'arrête là. Donc, ensuite, revenons à l'intelligence artificielle. C'est maintenant un sujet qui est devenu un peu, on ne peut pas l'éviter comme nom. Dans la communauté, on utilise même dans la communauté scientifique, on utilise maintenant le mot intelligence artificielle pour des raisons simples. Un, pour se faire comprendre par les non-chercheurs, et deux, parce qu'on veut toucher des fonds. Donc du coup, tous les appels pour projets de recherche maintenant, ils doivent inclure le mot intelligence artificielle. Ça doit rester secret. Non, ce n'est pas secret parce que c'est encouragé. Et c'est des sujets sur lesquels les organismes de recherche insistent. On voit déjà aussi le gouvernement, pareil, avec Cédric Villani et toutes les annonces de la stratégie intelligence artificielle pour la France et pour l'Europe. Donc on peut voir que c'est un sujet assez important pour la société. Donc les chercheurs doivent se mobiliser aussi dans cet endroit-là.
Par contre, si on regarde dans la presse, moi je ne regarde pas beaucoup dans la presse, non scientifique en tout cas, mais bon, j'ai profité de cette occasion pour ce discours, pour en parler, et j'ai pris deux choses de la semaine dernière, mais je pense que toutes les semaines il y en a quelque chose. Donc là, c'est aux enchères. On a vendu une peinture qui a été créée par une intelligence artificielle. Donc c'est ce tableau-là qui a été généré par une intelligence artificielle. Et ça a été vendu pour assez cher. Comme pour toutes les tableaux et toutes les enchères, il y a bien sûr des conflits sur qui est l'auteur, qui a inspiré tout ça. Et bon, déjà, si on regarde un peu sur Twitter, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bon voilà, c'est mon code qui a été utilisé pour générer les tableaux. Mais en fait, pour de vrai, ceux qui ont reçu cette somme, ils ont vraiment utilisé ce code, mais c'est même pas à eux le mérite, parce que comment on fait pour ce type d'algo? En fait, on leur donne de regarder beaucoup de tableaux de peinture, donc il va ingérer beaucoup de tableaux, et ensuite il va générer, reproduire deux choses qu'il a vues là. Donc du coup, et c'est pas toujours des tableaux très réussis, disons. C'est des algorithmes assez aléatoires. Donc, du coup, on peut voir des itérations qui ont généré ça. Et là, ce monsieur, il dit que c'est un peu ce code qui a été utilisé. À nouveau, dans la presse, c'est présenté comme si c'est une intelligence artificielle qui est toute connaissante, qui peut être créative et qui a généré un tableau, mais ce n'est pas le cas de créativité, c'est juste une interpolation, si on peut dire. On regarde plusieurs tableaux et on les cumule pour sortir une sorte de moyenne de tableaux qu'il a vu. Une autre nouvelle, ça c'est le Sofia, qui, dans cet article, on nous dit qu'il vient de visiter l'Azerbaïdjan et qu'on lui a donné un visa. À nouveau, c'est juste pour attirer des clics et pour faire de la réputation, parce qu'en fait, Sofia, oui, certes, ça peut être comme humanoïde, mais il est très critiqué par les chercheurs qui disent que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque parce que c'est, certes, c'est un humanoïde qui a de la peau en caoutchouc ou des choses qui peuvent ressembler à un humain, mais à l'intérieur, c'est comme si on a une cassette où on a un appareil qui, justement, répète des mots qui ont été appris. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Peut-être elle comprend ce qu'on lui dit, mais ça aussi, mon téléphone Android ou un autre peut comprendre un peu plus ou moins bien ce que je lui dis. Mais c'est pas plus que ça parce qu'il a des réponses prédéfinies. Mais bon, ça fait joli dans la presse, ça fait peur parce que là, on est un humanoïde, bientôt il y aura un visa, est-ce qu'on va faire des visas pour des robots ou des choses comme ça. Mais on est très loin de ça. Donc là, c'est Yann LeCun qui est parmi les chercheurs les plus connus en intelligence artificielle dans le monde. Il est français et il est le chef de recherche chez Facebook et il dit... il dit de gros mots à l'adresse de ça, mais il est aussi vraiment très frustré parce qu'on pense que c'est de la magie, qu'on est très loin dans l'intelligence artificielle tant qu'on n'est pas. Donc, d'où en fait la démarche que j'ai pour aujourd'hui, pour clarifier un peu les choses. Et aussi, si vous regardez aussi toujours dans la presse, on a toujours quand on parle d'IA, on a deux cerveaux comme ça. On dit que c'est comme si un cerveau magique qui fait de la magie en général, qui est tout intelligent, qui est surintelligent, surpuissant et ça nous fait peur parce que c'est très intelligent. Sinon, il y a une autre famille avec un humanoïde, donc on va lui donner une tête à ce cerveau-là. Là, c'est un peu, disons que c'est un petit peu plus neutre parce que on pense à un robot. Et ensuite, notre robot, il est bien humanoïde, il peut écrire des équations, il réfléchit, il fait tout un tas de choses comme un humain. Qui à nouveau, c'est assez... en anglais, on dit misleading, c'est détournant de la réalité. C'est pas très représentatif sur ce qui se passe derrière. Mais si on est un peu à l'extérieur, on peut penser... je m'imagine qu'on peut passer tout un tas de choses... comme on utilise ce mot intelligence artificielle tout le temps, qui est très vague, ça nous laisse penser à tout un tas de choses. Là aussi on a l'humanoïde Hamlet, on prend de l'œuvre d'art, de chef d'œuvre d'art et tout ça. Il y a aussi un robot qui regarde une tablette. Je ne sais pas pourquoi il regarde une tablette, parce que lui, il est censé être un ordinateur. Mais
Il y a une autre famille qui était plus présente il y a quelques années, mais c'était moins présent maintenant. Où à chaque fois qu'il y avait un article sur l'intelligence artificielle dans la presse, c'était pas si mainstream que maintenant on mettait de Terminator. Donc du coup, là, les chercheurs ils étaient assez mécontents parce que leur technologie qui était vraiment très basique, on extrapolait déjà, on pensait aux robots tueurs. Donc, comme j'ai dit, là on le voit moins souvent. Et malheureusement, ça, en relation avec cette utilisation de mots intelligence artificielle et tous ces types d'images, ça nous fait une image dégénérée de la puissance ou de la capacité de ces types d'algorithmes. Ça fait peur parfois, c'est suroptimiste dans d'autres cas. Et en tout cas, ce n'est pas très représentatif pour ce qu'il y a derrière. Et les gens ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Beaucoup se sentent menacés ou débordés. Donc, comme j'ai dit, ça détourne l'attention de ce qui compte, mais en fait, maintenant, c'est plus important pour ce type de technique et sur quoi il faut agir. Et au début, le chercheur, comme j'ai dit, il y avait une époque où l'intelligence artificielle n'était pas très à la mode. Au début, ça leur a fait plaisir parce que, finalement, on apprécie notre travail. Ça, c'était en 2012, 2013, mais maintenant, comme il y a un intérêt très grand sur l'argent, sur la stratégie et sur les choses, et aussi sur ces algorithmes qui finalement sont assez puissants. C'est devenu très répandu et nous, on se lutte justement pour démythiser quelques aspects. Et on peut voir que même au des niveaux plus publics, plus élevés, des gens ont des avis très contraires. Là, Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, qui fait aussi des voitures autonomes, donc des robots. Lui, il a un avis assez clair. Et lui, il dit que avec l'intelligence artificielle, on joue avec le feu et on va appeler des démons. Mais lui, il pense en fait que les robots vont être si puissants, on va les mettre dans des endroits très critiques. Ils pourront faire de bêtises. Et, il a partiellement raison, mais on n'est pas encore là. Et je pense qu'il nous reste beaucoup de choses d'autres à faire jusqu'à là. Et lui, il a aussi un avis un peu de commercial, parce que lui, il se met comme le champion de la protection et de l'IA, l'intelligence artificielle sécure, mais finalement, lui, il va aussi vendre des voitures autonomes, qui sont des robots aussi, c'est l'intelligence artificielle, donc du coup, il va se placer mieux par rapport aux autres. On s'est dit, en disant que moi, je connais très bien mes intelligences artificielles, ça ne sera pas le cas, je maîtrise bien le sujet. Donc c'est juste une posture commerciale, parce que lui, il utilise à fond toutes les techniques qu'on développe. Et on a de l'autre côté des académiques qui disent que en fait, l'intelligence artificielle qu'on a maintenant, on est plus proche du machine à laver, qui est vrai, que du Terminator. Donc là, je suis plutôt de cet avis-là. Mais même si on a plusieurs petites machines à laver, qui chacun fait une petite tâche, on peut arriver à résoudre pas mal de problèmes, plus qu'on peut penser en première vue. Mais ça existe un peu depuis toujours. Là, c'est New York Times en 1958. Et on avait inventé vraiment un truc très basique pour les standards d'aujourd'hui. C'est vraiment l'ancêtre du réseau neurone. Mais si on peut penser à réseau neurone, c'est un neurone. Et là, à l'époque, en 1958, il arrivait de reconnaître des chiffres. Et on disait que bientôt, il pourra marcher, parler, voir, écrire, se reproduire et être conscient de son existence. Donc voilà, 50 ans, 60 ans après, on n'est pas encore là. Donc pour définir un peu les choses, c'est quoi l'intelligence artificielle, au moins l'intelligence artificielle à l'ancienne, pas ceci qu'on utilise aujourd'hui. C'est la science qui étudie comment faire les machines ou les ordinateurs ou les programmes de penser comme les humains, de penser rationnellement, de se comporter comme les humains et aussi de se comporter de façon rationnelle, pas imprévue. Et comment on sait qu'on a atteint une intelligence artificielle? On a ce qu'on appelle le test de Turing. Turing était un scientifique britannique qui a vécu dans la première partie du XXe siècle.
Et lui, il a inventé ce qu'on appelle un test Turing pour évaluer une intelligence artificielle, pour voir si vraiment il arrive à une intelligence au niveau de l'humain. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on a des règles pour décider si vraiment on atteint un niveau satisfaisant d'intelligence artificielle qui est comme un humain. Et c'est quoi le but? C'est de mettre un humain en interaction avec un robot, bon, possiblement avec l'aide d'une machine. Donc, on se préoccupe plutôt de l'intelligence, pas de l'aspect visuel, donc pas de Sophia. Et il faut que cette personne-là, en ayant en face un humain et un robot, il ne peut pas faire la différence c'est qui l'humain, c'est qui le robot. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour passer ce test-là? Donc pour une machine, donc il faut déjà qu'elle traite le langage pour comprendre qu'est-ce qu'on lui dit et qu'est-ce qu'il va dire, d'avoir une représentation de ses connaissances dans sa mémoire, et aussi de savoir comment l'exploiter, pas que de chercher, mais faire des relations. Donc ça, c'est le reasoning, donc de faire des relations entre des morceaux de connaissances qui en existent. Et ensuite, bon, on a l'apprentissage statistique, donc d'apprendre de lui-même, donc lui donner quelques morceaux d'informations et de l'utiliser pour apprendre. De la vision par ordinateur, donc de voir qui est en face de lui, de reconnaître les gestes et de réagir de la même manière, et de savoir un peu de robotique, donc de bouger, de se déplacer pour prendre un verre, de le déplacer d'un autre côté à l'autre, pour prendre un autre objet qu'on ne connaît pas et aussi de le déplacer. Vous pouvez me dire que les robots d'aujourd'hui, ils savent prendre des objets, les robots industriels, mais en fait, ils sont juste programmés pour un seul type d'objet. Si on le met à un autre type d'objet, plus grand ou plus petit, ils ne sauront pas comment le traiter. Donc c'est assez impressionnant quand on voit dans les usines des voitures comment il y a les robots qui vont assembler tout. Mais c'est juste ils ont des patterns de mouvements qui sont prédéfinis et ils suivent que ça. Donc c'est un humain qui leur a donné toutes les coordonnées qu'il faut faire, ils le font et ils le suivent. Donc il n'y a pas de l'intelligence là dans les robots. Donc comme c'est une technique qui a été, c'est un test qui a été défini dans les années 70 parce que c'était une autre vague d'intelligence artificielle à l'époque, on ne l'a pas passé aujourd'hui. Donc ça reste pertinent. Juste pour historique, donc comme j'ai dit, on avait commencé avec l'intelligence artificielle qui a commencé à être développée avec l'ordinateur. Donc les gens quand ils ont commencé à développer l'ordinateur, déjà il y a eu cette idée-là, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà, donc d'exploiter la puissance de calcul de l'ordinateur. Donc là c'est une première vague de l'intelligence artificielle qui a duré jusqu'à l'année 80, où on s'est rendu compte que on ne peut pas aller trop loin. Donc, on a eu ce qu'on appelle à ce moment-là une sorte de AI winter, hiver de l'intelligence artificielle. On n'a pas fait grand-chose, même les chercheurs ils étaient démotivés parce qu'on n'attendait pas des performances très élevées, et on avait d'autres algorithmes beaucoup plus simples qui faisaient le boulot. Et c'était l'époque du machine learning qui commence à ce moment-là. En français, on le dit apprentissage automatique ou apprentissage statistique. Où on essaye d'exploiter les données juste pour prendre des décisions. Mais c'est juste par rapport à l'intelligence artificielle, ça peut sembler assez primitif, parce que juste il y a une façon d'exploiter les données pour prendre des décisions sans avoir un raisonnement très, très, très complexe. Et voilà, en 2010, on a eu plusieurs étoiles qui se sont alignées. Je vais discuter ça vers la fin, mais on a eu une nouvelle branche de machine learning, qui est le deep learning ou l'apprentissage profond, qui utilise beaucoup de principes de machine learning et de l'intelligence artificielle qu'on avait dans les années 60, notamment les réseaux neurones, mais d'une façon un petit peu plus intelligente, en utilisant beaucoup plus de données et beaucoup plus de matériel beaucoup plus puissant, donc des puissances de calcul beaucoup plus élevées. Et là, on est dans l'époque deep learning. Et c'est pour ça que maintenant, on l'appelle, avec cette période-là, on a aussi la résurrection du mot intelligence artificielle, de ce terme intelligence artificielle, mais je pense que dans les 90% de cas, on parle de deep learning, et dans le reste, c'est du machine learning et d'autres de machine learning non deep learning, pardon. Peut-être avec moins de données, peu de données, parce que le machine learning, c'est un domaine très, très, très large. Et ça ne concerne pas que le big data. On a vraiment beaucoup de situations où on peut l'appliquer.
Mais dans la majorité des cas, quand on voit au moins dans la presse, c'est des algorithmes de deep learning de réseau neuronal. Et comme je dis, quand on rencontre maintenant IA, au moins en tout cas dans la presse, on parle plutôt de deep learning, ensuite de machine learning et quelques autres systèmes un peu d'intelligence artificielle à l'ancienne, des systèmes experts où on met les règles à la main. Toutes les décisions du robot, on lui dit à la main et on fait si tu rencontres ça, tu fais ça, si tu rencontres par contre quelque chose d'autre, tu dois faire ça. Et donc c'est des systèmes très fait à la main. J'espère que ça marche pas. Désolé. Et du coup, les chercheurs, pour se protéger, on a inventé un autre mot pour l'intelligence artificielle dont on parlait il y a 40-50 ans. On l'appelle AGI, c'est Artificial General Intelligence. Donc du coup, c'est l'intelligence avec des raisonnements, des décisions beaucoup plus complexes. Voilà. Donc les objectifs de cette conférence, de cette présentation d'aujourd'hui, c'est de rendre plus clair comment ça fonctionne le machine learning, l'apprentissage automatique, et c'est quoi la philosophie derrière, de comprendre ses avantages mais aussi ses limitations, qui ne sont pas toujours compris, même par ceux qui les utilisent, de faire le passage de machine learning au deep learning, et de comprendre, je vais illustrer quelques défis qu'il y en a, qui sont liés plutôt à la façon comment on utilise le réseau neurone et le machine learning actuellement. Donc pour le machine learning, donc pourquoi apprendre avant que j'avance je vais m'excuser pour quelques mots qu'on utilise. En fait, c'est un abus de langage. On dit apprentissage, entraînement, quand on parle vraiment d'un algorithme mathématique. C'est un peu le jargon qu'on a dans ce domaine-là d'apprentissage statistique, et parfois ça peut être perturbant pour les gens de l'extérieur parce qu'ils sont, quand on dit dans l'intelligence, d'apprentissage, on parle plutôt en humain. Donc d'où aussi parfois le fait qu'on utilise ces noms d'intelligence artificielle à l'extérieur, parce que on parle, s'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient et il assiste à une discussion qu'on a, on parle de l'apprentissage, de la mémorisation, de l'entraînement, d'une capacité de mémorisation et des choses comme ça. Donc du coup, on pense forcément à l'humain. Donc du coup, vous faites de l'intelligence artificielle. Mais nous, on ne se rend pas compte en fait. On parle toujours, on n'anthropomorphise pas, on parle toujours d'un algorithme. Donc, prenons un exemple. Moi, comme je vous ai dit, je travaille dans la vision par ordinateur, donc j'utilise beaucoup des images. Prenons un exemple où on a une collection d'images de champignons et on souhaite, en voyant une image une par une, de prendre une décision sur quel type d'espèce de champignon, quel type de champignon il s'agit dans cette image-là. En sachant qu'on a vraiment beaucoup d'espèces de champignons de tout type. On peut aussi les voir de nuit, de jour, de caméras un petit peu plus anciennes, de caméras plus dernière génération, et de suite. Donc, en ayant ce type d'informations, nous, en tant qu'humains, pour les humains, c'est assez facile, ça, parce qu'on est habitué dès le petit d'avoir le concept d'objet, de savoir qu'on est dans la forêt, dans un certain type de forêt. Donc, c'est beaucoup plus simple de comprendre et de faire la relation entre les objets. Et pour reconnaître tous les types de champignons qu'on peut avoir ici, on peut utiliser un expert. Donc, on prend un biologue qui connaît très bien tous les types de champignons. Il peut écrire des règles. Il peut nous dire que ce type de champignon, il est orange, d'habitude on le trouve sur le tronc d'arbre, d'autres qui sont plutôt sur l'herbe, d'autres qui se cachent, qui poussent vers ce type d'endroit. Mais on n'est pas tous experts, et donc c'est un peu difficile, et on pense peut-être comment on fait que l'utilisateur, un ordinateur, fasse ça pour nous. Donc à la place d'écrire pour chaque tâche qu'on peut rencontrer des règles, comment on peut faire pour laisser l'ordinateur se débrouiller tout seul de trouver, d'identifier le type de champignon. Donc comme j'ai dit, l'humain il est très bon pour l'interprétation de l'information visuelle, et c'est assez simple pour lui de voir un objet, de dire voilà, c'est un clavier, là c'est une souris, c'est un écran. On ne fait pas beaucoup d'efforts pour ça. Par contre, pour l'ordinateur, c'est
pas si évident que ça. Je vous explique pourquoi. Parce que ce qu'il voit à l'ordinateur, il voit, bon, comme si on s'y rapprochait à trop d'un écran télé, il voit que des petites carrés avec des couleurs. C'est ce qu'on appelle des pixels. Donc on voit, il y a des blocs. Et c'est ça qu'il va recevoir. Et en fait, on se rend compte que c'est des numéros. Donc il voit ici un numéro là, un numéro partout. Et on lui dit débrouille-toi. Si on fait ça pour un humain, c'est un peu difficile parce que nous, déjà, on a ces concepts-là. Déjà, en voyant cette petite image, on sait que c'est un champignon. Donc pour l'ordinateur, dès le début, ce n'est pas une tâche très évidente. Donc, comment on fait? Donc, on se dit que bon, on va faire un programme très, très, très complexe. Un programme qui va savoir se débrouiller de reconnaître tous les champignons sur toutes les postures, sur tous les types des images. Et on ne peut pas écrire à la main. Donc il est si complexe qu'on ne peut pas lui dire à la main toutes les règles qu'il faut comprendre parce que vous pouvez imaginer que c'est assez difficile de lui dire pour chaque type de pixel, il faut être dans ce type-là de couleur, d'avoir ce pied-là, c'est assez compliqué ça. Donc du coup on souhaite éviter et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut laisser l'algorithme se faire guider par les données. Donc on lui montre plusieurs images de champignons et pour chaque image on lui donne une étiquette. Donc c'est notre expert biologue qui va lui dire quel type d'étiquette, de quel type il s'agit. Et lui au bout d'un moment il va faire des corrélations entre les images et les étiquettes qu'on lui donne. Comme il y a beaucoup de paramètres, c'est un algorithme très complexe, donc du coup il y a beaucoup de choses à régler. J'ai mis cette image avec les panneaux de son où il y a beaucoup de robinets à tourner. Donc là, c'est le paradigme d'apprentissage en utilisant les données. Donc là, je mets quelques équations, mais je vous explique qu'est-ce qu'il y a un peu derrière. Donc on part dès le début de conditions un petit peu très difficiles. On se dit que nos images des champignons, ou notre champignon et leur type, on les modélise comme une sorte de distribution. On se dit qu'il vient de quelque part, il y a quelque chose dans la nature qui les a créés et que aussi il a créé les champignons et les étiquettes. Elle n'est pas dans des choses religieuses ou philosophiques, c'est juste on les modélise comme des numéros. On dit qu'il y a une distribution de champignons et une distribution d'étiquettes et c'est bien ça ici. Et pour les champignons, comme on parle des images, on dit que c'est des images, on va les décrire en utilisant des images, donc c'est les valeurs de pixels qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est comme ça qu'on va les décrire. Donc on prend l'image et ensuite on prend les valeurs de tout pixel et c'est ça qu'on va le donner à l'ordinateur. Donc ça c'est notre X. Et le Y c'est un numéro qui nous indique soit... si on dit qu'on veut reconnaître 10 espèces de champignons, c'est un numéro entre 1 et 10 qui nous dit de quel type de champignon il s'agit. Soit une autre valeur qui, peut-être si on veut estimer la taille du champignon, qui va nous dire sa taille, 1 cm ou 1 mètre, ou ce qu'on souhaite. Et donc on ne connaît pas plus que ça. On se dit qu'on a quelques images de champignons, qu'il y a quelque chose qui les a générées, et on essaye de faire des connexions entre le type de champignon et son étiquette. Donc là, je vais passer à des trucs un petit peu plus compréhensibles. Donc je vais dire que en fait, mon X, ça vient d'un X grand. Donc là, c'est tous les chats que je peux connaître. Et Y, c'est tous les types d'espèces que je peux reconnaître. Et là, ce que je tente de faire, c'est de faire une connexion entre chaque chat que je vais rencontrer et son espèce. Comme j'ai dit, il y a deux types d'algorithmes qu'on peut parler ici. D'abord, je dis que pour le moment, je me mets dans une hypothèse où il y a un biologue qui nous a donné toutes les étiquettes. Donc, on a notre collection d'images et notre collection d'étiquettes sont très bien définies. On a ce qu'on appelle des données annotées. Donc, quelqu'un nous a dit, bon voilà, ça c'est ce type de chat, là c'est l'autre type de chat et de suite. Donc, ce qu'on essaie de faire, comme j'ai dit, soit on peut faire de la classification, ce qu'on va couvrir plutôt aujourd'hui. Donc, mon X, c'est un chat. Et ce que j'essaie de trouver, c'est une fonction qui va me dire, qui va me faire la correspondance entre le chat et l'espèce de chat que j'ai là.
Ou sinon, alternativement, j'ai ce qu'on appelle une régression où je ne connais pas tous les chats qui existent. Je vais lui mesurer quelques propriétés. Donc, par exemple, si je veux dire, ici, je souhaite qu'il me donne la longueur. Donc ici, je n'ai pas une classe, j'ai une valeur qui peut avoir vraiment beaucoup de valeur parce que je peux avoir plusieurs types de chats avec plusieurs précisions. Donc ici, pour illustrer un peu comme on fait d'habitude dans les mathématiques, bon, dans notre domaine, pour expliquer la classification, en gros, ce qu'on souhaite faire, c'est ici on a des points rouges ici et des points bleus. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une séparation entre les deux. Donc notre fonction qui nous va dire, bon, ici, tout ce qui est au-delà de ça, c'est rouge, et tout ce qui est au-delà du bas, c'est bleu. Donc là, bon, je montre un modèle très très simple qui a 2 dimensions, mais bon, une image typique, ça a de l'ordre de quelques milliers, voire millions de dimensions. Donc on décide dans un espace plus complexe. Mais j'utilise les 2 dimensions justement pour caricaturiser un peu, pour avoir vraiment des exemples très, très compréhensibles. Et dans la régression, on devait trouver une valeur. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'approximer une fonction. Donc du coup, on se dit qu'on a cette fonction-là rouge, qu'on ne connaît pas, mais on voit quelques points. Donc là, c'est nos données à noter. Et on essaye, en fait, la tâche de l'ordinateur, c'est d'identifier cette courbe-là en utilisant que ce jeu limité des points dont il dispose. De trouver de quelle courbe ils viennent. Je vais, si je peux oser, te demander au niveau des applications pures et dures. Là, chez Valeo, c'est les voitures. Oui. Si tu peux développer. Bon, je viens de commencer, donc je ne sais pas encore très décidé. Sur la voiture autonome, est-ce que c'est pour demain ou est-ce que... Bon, non, c'est un sujet très, très, très complexe. On a fait beaucoup de progrès, comme j'ai montré tout au début. Et c'est impressionnant, mais il nous reste encore pas mal de choses à faire. Donc là, je vais le couvrir tout à l'heure, pour le prochain séminaire. C'est, comme j'ai dit ici, si on pense que là, cette courbe-là, ça représenterait notre réalité, bon, toute une ville. Disons qu'on prend une ville comme Paris et on veut reconnaître les rues, reconnaître les types de voitures qui existent en Paris, les types de feux rouges, le type de... Donc, on s'imagine qu'il y a un monde, un univers de Paris. Et ce qu'on a actuellement, on a quelques morceaux de la ville de Paris. Donc, on a quelques images. Par hiver, peut-être par de jour, de nuit, d'été, quand c'est plus encombré, quand c'est plus calme, de pluie. Mais on n'a pas tout. Et pour l'ordinateur, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'il passe ici, par exemple, là où il n'y a pas de point. Et là, c'est l'enjeu majeur maintenant, parce que comment on couvre les cas qui n'existent pas, ou surtout des cas qui sont plus rares, ou des incidents, des gens qui ne respectent pas le feu rouge, des situations qui sont inédites. Donc là, pour le moment, on travaille encore pour les améliorer. Un autre enjeu qu'on peut rencontrer, et un autre défi auquel on doit faire face, c'est l'autonomie de voiture. Donc c'est comment le véhicule, l'ordinateur décide qu'il ne sait pas de quoi qu'il a dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Donc c'est de mettre de ces deux, on appelle ça de maîtriser l'incertitude de ses compétences ou de ses décisions. Notamment dans ces types de situations, il va dire bon voilà, mon conducteur, je ne sais pas de quoi il s'agit, prends-toi le relais. Donc là, pour le moment, on a des choses qui commencent de se développer, mais on n'arrive pas de le maîtriser très très bien. Ensuite, il y a aussi des questions d'ordre éthique au niveau de la décision que la voiture doit prendre.
Ah, justement. Qui écrasait le premier. Justement, en fait, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière sur ça, parce que c'est toujours, il y a toujours le problème de chariot qui est évoqué. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Pas avec le chariot, mais avec la... Non, c'est avec un train, en fait, où on doit décider qu'est-ce qu'il va faire. S'il il rencontre en face, bon, si vous pouvez imaginer les films des années 30 où il y a une fille toujours liée au rail, et il y a le train qui arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire le train? Il va rencontrer en face cette fille-là. Est-ce qu'il va l'écraser? Ou c'est une situation assez limite, où il va freiner en pouvant tuer les gens qui sont dans le chariot, dans le train. Et là, c'est toujours un exemple très, très emblématique qui nous circule. Qu'est-ce qu'il va faire le robot, la voiture? Qu'est-ce qu'il va faire dans des situations comme ça? Il n'y a pas vraiment de réponse. Je sais qu'il y en a quand même des réponses. Il y en a des industriels qui veulent prendre comme décision toujours protéger le conducteur. Donc, Oui, justement, donc là, je démarre de ça. Et il y a une étude très très large qui est sortie la semaine dernière qui pose des questions très similaires, mais en fait, ils envisagent plusieurs situations où en face de toi, c'est une dame, c'est une vieille personne, c'est un enfant, et ils les font ça sur plusieurs pays. Et on voit que culturellement, les décisions, donc entre cultures, il y a des décisions qui sont très très différentes. Donc même les humains, ils n'arrivent pas. Si tu vas par exemple dans l'Asie, ils vont protéger plutôt la personne plus âgée. Si on va dans l'Europe et dans le monde occidental, on va avoir tendance plutôt de protéger l'enfant. Donc si on rencontre une situation où il y a quelqu'un en face de nous, qu'est-ce qu'ils vont... On a tendance, c'est l'algorithme qui a tendance? Non, c'est les personnes. Donc on a fait un sondage. Okay. C'est un sondage en ligne où on leur montre plusieurs scénarios. On leur dit, bon voilà, en face de toi, tu peux tuer, tu peux tuer soit un adulte, soit un enfant. Donc tu ne peux pas échapper. C'est des situations très très limites. Et justement pour presser, pour voir qu'est-ce qu'ils vont décider ou qu'est-ce qu'on va, justement pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dans la voiture s'ils rencontrent une telle situation ou dans un autre véhicule. Et on voit que culturellement, c'est différent. Il y a d'autres pays où on a mis aussi le statut social. Si c'est quelqu'un plus riche ou plus pauvre. Donc, ils ont fait tout un tas de tests et on voit qu'on ne peut tirer pas du tout de conclusions communes entre les pays. Donc, du coup, déjà, qu'est-ce qu'on va mettre aussi sur la voiture, ce n'est pas très clair non plus. D'accord. Donc, si même au niveau des humains, des populations, peut-être ça va arriver à une chose qui est une législation qui est commune par les pays. Comme on fait aussi dans l'Europe, dans l'Europe, dans l'Union européenne, on a des règles de circulation qui sont plus ou moins homogènes, uniformes. Donc je pense qu'on va arriver à des choses comme ça, mais d'abord il faut que les gens se décident et aussi qu'on arrive vraiment d'avoir des voitures. Est-ce que chez vous, ça se pose la question, qui est responsable d'un accident, on va dire? Est-ce que c'est l'algorithme, le scientifique qui est derrière ou quelqu'un d'autre? Enfin, le chauffeur, on peut dire, mais bon, comme c'est pas lui qui a les commandes... C'est pas très clair. C'est pas très clair. Et bon, en tout cas, nous, on n'est pas très, très proche de la production. On fait des choses vraiment en amont, très, très, très exploratoires, qui seront... Bon, c'est une différence parce que nous, on est un labo vraiment de recherche et on regarde des choses très en amont. Donc, on explore, on essaie de pousser le plus possible ce qui est possible, de voir si c'est faisable pour nous. Ensuite, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui est intéressant, on va dire, bon voilà, tiens, ça peut être intéressant pour nous, regardons comment on va le mettre sur la voiture un jour. Et ensuite, ça se pose une autre discussion. Là, on entre peut-être dans des situations, c'est la faute de qui, je ne le maîtrise pas parce que je ne suis pas très, très proche de la production. Mais par contre, par exemple, dans le mode aéronautique, d'où je viens, il y a toujours quelqu'un qui signe. Donc, même si il s'agit d'un algo, on lui fait une validation, si c'est un algorithme, et on le passe sur un set de benchmarks, donc tout un tas de tests et d'évaluations, et finalement, il y a quelqu'un qui signe, qui dit, bon voilà, je pense que c'est en règle pour la production, dans de telles conditions très bien définies. Ensuite, si ça sort des conditions qui sont définies, c'est plus la faute de la personne. Je ne sais pas si tu as étudié, mais je me pose la question en t'écoutant. Philosophiquement, l'objectif, en gros, pourquoi veut-on des voitures autonomes à tel point qu'on met les scientifiques à travers... Parce qu'il y a je ne connais pas toujours les statistiques par pays, mais il y a... Pour éviter les accidents. Mais il y a des centaines de milliers de morts en Europe et aux États-Unis par an. Et du coup, on essaie d'éviter ça. D'accord.
Bon, je vais arrêter Andrei un peu. Je vais demander à Andrea de prendre le relais.